Solaris, de Stanislas Lem. Traduit du polonais par Jean-Michel Jachienko. Lu par Marvin Schlick. Pendant un certain temps, l'opinion prévalut, répandue avec zèle par la presse quotidienne, que l'océan pensant de Solaris était un cerveau gigantesque, prodigieusement développé, et en avance de plusieurs millions d'années sur notre propre civilisation. Une sorte de yogi cosmique, un sage, une figuration de l'omniscience, qui depuis longtemps avait compris la vanité de toute activité et qui, pour cette raison, se retranchait désormais dans un silence inébranlable. L'opinion était inexacte, car l'océan vivant agissait, non pas bien sûr selon des notions humaines, il ne bâtissait pas des villes ou des ponts, il ne construisait pas des machines volantes, il n'essayait pas d'abolir les distances et ne se souciait pas de la conquête de l'espace, critère décisif, selon certains, de la supériorité incontestable de l'homme. L'océan se livrait à des transformations innombrables, à une autométamorphose ontologique. Les termes savants ne manquent pas dans le relevé des activités solaristes. D'autre part, tout scientifique s'attachant à l'étude des multiples solariana éprouve l'impression irrésistible qu'il perçoit les fragments d'une construction intelligente, géniale peut-être, mêlée sans ordre à des productions absurdes, apparemment engendrées par le délire. Ainsi naquit, à l'opposé de la conception océan-yogi, l'idée de l'océan débile. Ces hypothèses exhumèrent l'un des plus anciens problèmes philosophiques, les rapports de la matière et de l'esprit et de la conscience. Du Hart ne manquait pas d'audace lorsqu'il soutint, le premier, que l'océan était doué de conscience. Le problème, que les méthodologistes s'empressèrent de déclarer métaphysique, alimenta pas mal de discussions et de disputes. Était-il possible que la pensée fût privée de conscience ? D'ailleurs, pouvait-on appeler pensée les processus observés dans l'océan ? Une montagne est-elle un très gros caillou ? Une planète est-elle une énorme montagne ? On demeurait libre de choisir sa terminologie, mais la nouvelle échelle de grandeur introduisait des normes nouvelles et des phénomènes nouveaux. La question se présentait comme une transposition contemporaine du problème de la quadrature du cercle. Tout penseur indépendant s'efforçait de caser son apport personnel dans le trésor des études solaristes. Les théories nouvelles fourmillaient. L'océan témoignait un état de dégénération, de régression succédant à une phase de plénitude intellectuelle. C'était un néoplasme divagant, issu du corps des habitants antérieurs de la planète, qui l'avaient tous dévoré, englouti et dont il avait fondu les résidus sous cette forme éternelle, auto-reproductible, d'éléments supracellulaires. À la lumière blanche des tubes fluorescents, blafarde imitation de la clarté d'un jour terrestre, je débarrassai la table des appareils et des livres qui l'encombraient. Sur le plateau de matière plastique, je déroulai la carte de Solaris et je la contemplais, les bras écartés, les mains appuyées à la lisière chromée de la table. L'océan vivant avait ses hauts fonds et ses fosses. Ces îles, recouvertes d'un dépôt minéral en décomposition, relevaient certainement de la nature du fond de l'océan. Ordonnait-il l'éruption et l'affaissement des formations rocheuses ensevelies dans ces abysses ? Nul ne le savait. Considérant la grande projection plane des deux hémisphères, bariolée de divers tons de bleu et de violet, je ressentis cet étonnement poignant, qui m'avait saisi bien souvent, et que j'avais éprouvé tout enfant, à l'école, en apprenant l'existence de Solaris.